Euh, Est-ce que Kamel est en ligne? Par- Attends, juste, je vais présenter en 3 minutes. Donc, à l'été 2001, Kamel Daoudi a passé 4 mois en Afghanistan. Au lendemain du 11 septembre, il est arrêté et emprisonné. On le soupçonne d'avoir été en lien avec une association de malfaiteurs terroristes qui aurait projeté de frapper l'ambassade des États-Unis à Paris, ce qu'il a toujours nié. Condamné à 6 années de détention, il est aussi déchu de sa nationalité et interdit du territoire français. À sa sortie de prison, il s'oppose à son expulsion vers l'Algérie en faisant valoir qu'il y risque la torture et il est immédiatement assigné à résidence. La Cour européenne des droits de l'homme jugera en 2009 que la France n'est effectivement pas en droit de l'expulser de son territoire au vu des traitements inhumains qu'il pourrait subir dans son pays d'origine. Interdit de résider en France mais inexpulsable, c'est dans cette zone grise que vit Kamel depuis bientôt 10 ans sous assignation à résidence. Changé de résidence à 5 reprises, systématiquement assigné dans des petits villages où le contrôle social est aussi dense que l'impossibilité d'y trouver un emploi, son quotidien est rythmé par 4 pointages quotidiens à la gendarmerie, aujourd'hui 3, donc à 9h15, à 11h45, à 15h15, à 17h45. Et l'interdiction de quitter son domicile entre 21h et 7h du matin. Fin 2016, il a été transféré du jour au lendemain de Carmaux, où il vivait avec sa femme enseignante et ses enfants, à Saint-Jean-d'Angély. 450 km le séparent désormais de sa famille. Début décembre 2017, le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'avocat de Kamel Daoudi. La plus haute juridiction française a estimé qu'il n'était pas conforme à la Constitution de restreindre la liberté d'une personne sans aucune limite dans le temps et sans tenir compte de son contexte personnel et familial. Cette petite victoire n'aura été que de courte durée pour le plus vieil assigné à résidence de France. Le ministère de l'Intérieur s'est démené depuis pour contourner les décisions des sages. Depuis mercredi 7 février, Kamel Daoudi a entamé une grève de la faim et de la soif afin de s'opposer à la situation qui lui est faite et qui s'avère aussi inhumaine que sans fin. Donc Kamel, tu es là ? Est-ce que tu peux nous raconter le régime de ton assignation et ce qui se passe actuellement ? Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Très bien, ok. Est-ce que c'est nécessaire que je mette un casque ou pas ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Kamel Daoudi. Je suis assigné à résidence actuellement à Saint-Jean-d'Angély. Ça fait environ 10 ans que je suis assigné à résidence. Et voilà, je voulais. Alors, la présentation, c'est pas la peine de revenir dessus. Moi, je vais développer un aspect un peu plus philosophique. Alors, mon assignation, en fait, elle dure depuis près de 10 ans. Elle a commencé en avril. Et maintenant, on est pratiquement en avril 2018. Et il s'avère que le dernier le dernier point de chute où je me trouve actuellement, c'est Saint-Jean-d'Angély, donc dans la Charente-Maritime. Et en fait, j'ai été éloigné de ma famille suite à un conflit de voisinage qui a été manipulé. Et donc en fait, rapidement, c'est 2 fonctionnaires de police qui sont en carte de Front National qui ont manipulé les pouvoirs publics pour exiger mon déplacement, mon éloignement. Et ça a permis bien sûr au ministère de l'Intérieur de rentrer dans la faille et de m'imposer des conditions beaucoup plus strictes, à savoir un quatrième pointage et surtout un couvre-feu, donc entre 21h et 7h du matin. Donc en fait, tout se passait à peu près bien depuis l'hiver 2010. Donc j'étais à Carmaux, dans le Tarn. Et donc Carmaux, comme vous le savez, c'est la patrie de Jaurès, donc c'est un lieu symbolique, c'est le fief du Parti socialiste jaurésien. Et donc à cette époque-là, il s'avère que déjà il y avait déjà eu des militants politiques. Alors si je me souviens bien, c'était Nathalie Ménibon, mais donc d'Action Directe,
qui avait été présente. Alors je ne sais pas si elle était assignée à résidence ou sous contrôle. Enfin bref, je sais qu'elle a séjourné à Carmaux pendant quelques temps. Et ce qu'on a retenu d'elle pendant son court passage, c'est la statue de Jaurès qui a explosé en fait, qui a explosé. Non, elle n'a pas explosé d'elle-même. Apparemment, la statue de Jaurès a été détruite. Et ça a causé beaucoup de rumeurs. Donc on ne sait pas en fait qui est à l'origine de cet attentat artistique, on va dire. Et donc beaucoup de gens ont considéré que c'était un peu une façon d'assassiner Jaurès une seconde fois. Alors Jaurès, c'est une grande figure, donc il a écrit un discours qui est très célèbre, qui s'appelle le discours à la jeunesse, et qui est souvent repris, d'ailleurs qui a été repris dernièrement, ça fait déjà maintenant un petit moment, mais par le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, qui est à l'origine d'ailleurs de mon déplacement ici à Saint-Jean-d'Angély, donc je lui fais un petit coucou s'il m'entend, voilà. Et donc, en fait, Jaurès, dans l'introduction de son discours à la jeunesse, il avait parlé de son discours précédent, et il disait donc, en parlant du discours de l'année précédente, j'avais choisi comme thème les jugements humains. Je demandais à ceux qui m'écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c'est-à-dire avec équité, d'être attentifs dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale, par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine. Je l'ai prié d'interpréter avec indulgence le tâtonnant effort de l'humanité incertaine. Et c'est cette humanité, en fait, qui est en cause. Cette humanité à travers la figure du barbare. J'ai pensé à une célèbre citation de Claude Lévi-Strauss qui disait le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Dans Race et Histoire, donc il avait développé cette idée-là, que le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on regarde finalement toute l'histoire de l'humanité, elle ne fait que raconter l'inhumanité de l'homme. Et donc le sauvage ou le barbare, dans la définition, on va dire, traditionnelle, avant qu'il y ait des anthropologues qui s'intéressent à la question, c'est celui que l'on renvoie du côté de la nature, hors de la culture et finalement de la civilisation. D'ailleurs, étymologiquement, le sauvage, c'est celui qui vient de la forêt. Selvia, je crois, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'est du latin ou du grec. Mais voilà, donc le sauvage, c'est celui qui est associé donc finalement à une nature primitive et qui n'est pas encore rentrée dans la culture. Ça vous rappellera peut-être certaines citations que l'homme africain n'est pas rentré dans la culture. Donc finalement, voilà, c'est finalement les mêmes comment dire, biais cognitifs qui sont utilisés par nos hommes politiques, qui n'ont pas beaucoup d'inspiration. Finalement, Claude Lévi-Strauss considérait que cette définition était insatisfaisante. Parce que finalement, il n'y a que les hommes qui commettent des actes barbares. Les animaux ne commettent pas des actes barbares. On n'a jamais traité un animal d'acte barbare. Et il n'existe pas, par définition, d'homme en dehors de la culture et de la civilisation. Ça, je pense qu'on est tous au clair là-dessus. Et l'homme, finalement, il ne naît pas homme. Il le devient. Et l'homme, c'est un animal social. C'est un animal qui a besoin de se confronter à autrui pour pouvoir se construire lui-même. À ce sujet, ça me rappelle un verset du Coran que j'aime beaucoup qui dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre-reconnaissiez. » C'est-à-dire que le but en fait de cette humanité, c'est qu'on se reconnaisse soi-même et qu'on reconnaisse autrui à travers la diversité, qu'on reconnaisse finalement dans l'altérité notre humanité à tous. Et je crois qu'en fait
le nœud gordien de l'époque moderne que nous vivons, qui est caractérisé par finalement notre civilisation, c'est la civilisation de la destruction, c'est la civilisation de l'anéantissement. Et beaucoup de gens, pour des intérêts finalement personnels ou des intérêts privés, sont prêts à mettre en péril l'humanité, qui est finalement quelque chose de très fragile. Donc ils sont prêts à mettre en péril cette humanité justement à travers la figure du barbare. Parce que finalement le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Pourquoi ? Parce que finalement on aimerait bien croire que le barbare est dépourvu de raison, qu'il n'a pas de jugement. Mais en réalité, au contraire, c'est celui qui a des raisons de refuser la différence culturelle de l'autre. Et finalement, on rentre dans le cadre d'une hiérarchisation des cultures et dans un phénomène de supériorité de certains par rapport à d'autres. Et finalement, tout est permis. Tout est permis donc, à travers les institutions, telles que l'école, telles que la police, telles que la justice. Les gens qui détiennent un pouvoir vont fabriquer cette figure de l'ennemi intérieur, cette figure du barbare, cette figure de finalement celui qu'on peut laminer, qu'on peut détruire, qu'on peut réduire par tous les moyens. Et finalement, on assiste à une espèce de prophétie autoréalisatrice. Et c'est tout l'enjeu en fait de la justice administrative, et c'est tout l'enjeu de cette justice prédictive qu'on est en train de petit à petit nous imposer, et de toutes ces régressions qui font que finalement on veut lutter contre le fait que l'humanité, elle est paradoxale en fait, parce que l'humanité, du fait de la diversité culturelle qui nous caractérise, elle contient l'inhumanité. L'inhumanité est en germe en fait dans l'humanité. C'est un peu la figure du yin et du yang. Finalement, on peut pas. Cette figure du barbare, elle est biaisée. C'est un outil de communication politique. Mais finalement, c'est pas si vieux, enfin c'est pas si moderne, pardon, au contraire. Pharaon, par exemple, lorsque Moïse voulait sortir son peuple d'Égypte, Pharaon disait donc de Moïse qui cherchait à détruire une civilisation raffinée, qui était bien sûr la civilisation des Égyptiens, pardon, et qui avait donc cette civilisation raffinée, qu'il fallait absolument empêcher ce terroriste avant l'heure de détruire cette civilisation raffinée. Donc finalement, les biais cognitifs, la propagande n'a pas beaucoup évolué depuis Pharaon. Hein. On la retrouve, mais de façon beaucoup plus technique, avec des textes de loi, avec des projets de loi qui passent sans coup férir ou pratiquement, avec une opposition qui est pratiquement muselée. Et puis finalement, c'est en marche vers je ne sais quoi d'ailleurs, mais en tout cas pas en marche vers une forme d'apaisement, pas en marche vers une idée qu'il faut associer tout le monde dans cette humanité, et que finalement les régressions nous attendent à chaque tournant, que ce lien fragile qu'est l'humanité, il faut y veiller, il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur cette humanité. Et donc, il faut œuvrer pour cette humanité. Et œuvrer pour cette humanité, c'est déconstruire la figure du monstre, c'est déconstruire la figure du barbare, et c'est finalement ne pas s'enrôler dans une espèce de marche sans aucune perspective. Sur un autre point, j'espère que vous m'entendez, parce que là, j'ai pas de retour, donc ça m'inquiète un petit peu. Ouais, si. Donc, je parle pas dans le vide. Tout à l'heure, vous m'entendez ? Alors oui. Alors derrière moi, en fait, c'est Ubu, hein. C'est Ubu Roy, et puis bon, un petit théâtre de marionnettes que m'a gracieusement prêté une amie marionnettiste. Donc je la remercie beaucoup. Elle s'appelle Farzaneh. Et donc là, on a des figures justement du théâtre
classique, traditionnel persan, avec la figure du sage, hein, et non pas du terroriste, hein, pour ceux qui auraient mal compris. Et puis voilà, alors ici c'est une fourche, on ne le voit pas très bien, mais c'est une fourche traditionnelle d'ici, de la Charente, avec des têtes qui sont... Et oui, pourquoi? Parce que il s'avère que, manque de peau, j'habite rue Danton en plus, alors c'est un grand révolutionnaire Danton, et Danton, il a contribué à la Constitution, et puis à la terreur aussi en partie, et puis finalement il s'est fait terroriser par la terreur, hein, et il a très mal fini, et finalement, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que toutes ces lois qui sont mises en place, elles finissent par rattraper peut-être même ceux qui les ont fabriquées. Parce que quand on regarde par exemple l'assignation à résidence, elle a été appliquée un peu à tout le monde, hein. Aussi bien à des réfugiés, à des migrants, enfin à l'époque on n'appelait pas ça des migrants, mais à des réfugiés politiques, hein, notamment je pense à la guerre d'Espagne, avec des camps dans le sud-ouest de la France, où il y a eu des choses assez terribles, bien sûr au peuple de l'ancien empire colonial français, puisque évidemment c'était la 5e colonne qui cherchait par tous les moyens à causer la sédition sur le territoire de la République. Et puis après ça a concerné, ironie du sort, les gens de l'OAS. Donc voilà, donc l'assignation à résidence peut toucher des gens qui sont complètement différents. Et l'assignation à résidence, en quoi elle est délétère? Elle est extrêmement délétère dans la mesure, moi pour avoir fait à la fois de la prison et de l'assignation à résidence, je peux vous dire que l'assignation à résidence c'est beaucoup plus insidieux, parce qu'en fait on est son propre prisonnier. Donc on est un peu comme dans l'image, hein, de la servitude volontaire qu'a développé la Boétie de façon magnifique. Et finalement, on est son propre geôlier. On est à la fois le prisonnier et le geôlier. Et ça crée une espèce de schizophrénie. Et à la longue, on en vient à ne plus savoir qui on est, en fait. Finalement, on en vient à être complètement déshumanisé. C'est le but. Je pense que c'est un des buts recherchés. Essayer de vous faire sombrer dans une espèce de folie douce. Et puis bien sûr, c'est aussi un instrument de communication, parce que ça permet de dire, regardez, tout est sous contrôle, on lutte contre le terrorisme, même si lutter contre le terrorisme, ça ne veut absolument rien dire, parce que le terrorisme, c'est une technique de guérilla, finalement. Donc lutter contre le terrorisme, ça peut durer des millénaires, hein. Puis bon, l'histoire le prouve, hein. Il y a eu le terrorisme anarchiste, il y a eu le terrorisme rouge, vert, bleu, enfin toutes les couleurs que vous voulez, donc c'est un petit peu absurde. Et donc c'est une figure de communication dans la mesure où l'État dit, regardez, vous voyez, on a des gens qui sont extrêmement dangereux, on veille au grain, et finalement la personne qui est assignée à résidence devient une espèce d'hologramme, c'est-à-dire qu'il est visible, mais en fait tout le monde peut le traverser, parce qu'en réalité il n'est pas dangereux, parce que s'il était dangereux, on ne mettrait pas... on mettrait en prison, hein, tout simplement, on mettrait entre 4 murs et point final. Et pour en revenir un petit peu à la citation les choses qui disait le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Oui, la question que je voudrais poser de façon subsidiaire, c'est mais comment devient-on barbare? Comment finalement devient-on barbare? Alors on peut penser qu'on peut devenir barbare par méchanceté, par volonté d'en découdre, etc. Mais je crois qu'on peut aussi finir par devenir barbare lorsqu'on n'a plus aucune perspective, lorsqu'on ne croit plus aux institutions, lorsqu'on ne croit plus à la loi, lorsqu'on est tellement laminé que finalement on se dit à quoi bon, puisque le principe de la civilisation, c'est justement comment dire, de ne pas considérer, on peut pas appliquer à une personne comme ça indéfiniment une peine de Sisyphe, parce que moi j'ai fait 6 ans et demi de prison, à ma sortie de prison en avril 2008, j'ai fait 10 ans d'assignation à résidence, et dans ma barque j'ai embarqué, si j'ose dire, ma femme et mes enfants. Et mes enfants, bien sûr, ils subissent tous les contre-coups de cette assignation à résidence.
Ma femme, c'est bien sûr la femme du terroriste, même si j'ai été jugé, que j'ai toujours nié les faits pour lesquels j'ai été condamné, mais bon, une décision de justice, je la respecte. Mais après, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on est marqué au fer rouge, et c'est un peu comme les galériens à l'époque qu'on envoyait à Cayenne. Voilà, vous êtes le terroriste un jour, terroriste toujours. Et après, il y a un effet de capillarité. Donc, tous les gens qui vous fréquentent sont forcément une espèce de c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Hein. George W. Bush l'avait dit après le 11 septembre 2001, mais bon, Macron le dit d'une façon peut-être un peu plus politique, un peu plus théâtrale, mais on voit bien que toute du prix de l'instrumentalisation du terrorisme, bien sûr, le terrorisme existe, on ne va pas le nier, mais après, au lieu de chercher des vraies solutions, comprendre ce phénomène-là et puis finalement le résorber, j'ai l'impression que beaucoup cherchent à l'alimenter. Cherchent à alimenter justement par un discours nationaliste. Alors on dit plus nationaliste, on dit patriotique parce que ça fait mieux, mais finalement c'est la même chose. L'idée c'est d'embrigader les gens et puis de les emmener là où on veut, parce que finalement un parti ça sert à quoi? Ça sert à propulser le chef. Et voilà, et puis comme dirait un célèbre anarchiste, voilà. Même un sous-chef, même un quart de chef, ça reste un chef. Et finalement, bon, voilà, propulser le leader. Et puis après, est-ce que les problèmes, on les règle? Est-ce qu'on donne la possibilité à quelqu'un qui a été condamné, est-ce qu'on lui donne la possibilité de la résilience? Est-ce qu'on cherche à ce qu'il ait une seconde chance? Alors on parle de seconde chance pour l'éducation, mais finalement, si on a été condamné et puis qu'on a exécuté sa peine, on ne peut pas avoir une peine indéfinie, comme ça, être dans un supplice à la Sisyphe. Moi, je vous dis ça, je suis un adulte. Voilà, j'ai été en Afghanistan, je suis resté là-bas, je n'ai rien fait de répréhensible, hein, j'ai tué personne, j'ai blessé personne. Bon, j'ai été condamné. En deux pots, j'ai exécuté ma peine intégralement. Là, j'en suis à 10 ans d'assignation à résidence. Et il y a quelques jours, il y a 48 heures, le ministère de l'Intérieur, dans son infinie volonté, me retire un pointage. Donc j'avais 4 pointages, je passe à 3 pointages. J'ai toujours le couvre-feu, entre 21h et 7h du matin. Et dans les attendus de sa décision, de son arrêté, il évoque le récent attentat qu'il y a eu à Carcassonne et à Trèbes. Voilà. Donc finalement, le ministère de l'Intérieur me fait porter un chapeau plus gros que ma tête. Et ce chapeau-là, malheureusement, étant donné les rapports de pouvoir qu'il y a aussi bien au niveau national qu'au niveau international, il n'est pas prêt de changer. Donc le terrorisme, à mon avis, on est parti pour encore très longtemps. Et si on ne cherche pas des vraies solutions, mon chapeau va être de plus en plus gros et ma tête elle va finir peut-être par imploser. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait des enfants du terroriste? Qu'est-ce qu'on fait de la femme du terroriste? Est-ce qu'on doit les pousser à un suicide collectif? Est-ce qu'on doit les déshumaniser aussi, et puis finalement faire comme je crois que c'est dans l'Ancien Testament, où on fait payer à la génération suivante, puis la nouvelle génération, puis sur 3 générations, on doit payer quoi. C'est-à-dire il y a le terroriste, il y a ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. Enfin, en tout cas, on sent bien que partout dans le monde, et pas simplement les États-Unis de Trump, partout dans le monde, excusez-moi, peut-être mon discours est peut-être un peu incisif, mais finalement, quand on est assigné à résidence, on est obligé d'avoir un peu d'humour noir pour ne pas sombrer dans la folie et pour ne pas ressembler finalement à la figure du monstre qu'on veut vous imposer. Hein, voilà, donc moi je me bats déjà contre ça. Je veux pas qu'on ressembler à ce à quoi on veut me faire ressembler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de communiquer. Lorsque j'étais à Carmo et puis que les gens ont fini par dire que j'étais l'un des organisateurs de l'attentat du 11 septembre, je me suis dit, il y a quand même... bon là, il faut communiquer, il faut faire quelque chose, il faut remettre les choses au clair. Et donc voilà, je savais à quoi je m'exposais, je savais à quoi j'exposais ma famille, mais je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'essayer de préserver aussi un petit peu ma femme et mes enfants. Et oui, mes enfants, ils souffrent énormément. J'ai une fille qui a 2 ans,
Là, récemment, elle prenait le petit déjeuner avec son frère qui a 4 ans, alors c'est son grand frère. Bon, ça n'empêche pas de lui mettre des taloches. Et donc, au petit déjeuner, et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle avait compris, en fait, que la situation de son papa n'était pas la situation de tous les autres papas. Donc, elle a dit à son grand frère, tu sais, papa, il est caché. Et alors, son frère, donc, qui a 4 ans, voilà, qui a envie d'être policier, non pas pour tuer des gens ou pour les incarcérer ou pour les réprimer, il va être policier parce que il s'imagine qu'en étant policier, c'est lui qui conduira la voiture qui permettra à son papa de changer de lieu d'assignation en résidence à chaque fois. Il comprend que son papa, il n'a pas une prise sur sa vie et donc du coup, il essaye de faire en sorte que voilà, sa vie ne soit pas une espèce de sacrifice aux yeux et au-dessus de tout le monde et que ça dérange personne finalement, parce que voilà, c'est bien un assigné à résidence, ça fait pas de bruit, ou alors on agite un petit peu le chiffon à chaque fois, regardez, et puis après c'est reparti pour un tour. Donc ouais, ça me crée de l'amertume un petit peu, parce que bon, que moi je paye parce que pour mes erreurs du passé, bon, on peut dire voilà, c'est bonne guerre finalement, voilà, la fin justifie les moyens, mais que ma femme, qu'on qualifie de tous les noms, qu'on a voulu faire déménager, que les mêmes voisins qui sont à l'origine de mon éloignement manipulent les pouvoirs publics pour insinuer qu'elle a déposé un colis piégé devant leur maison, alors que le colis, il y avait son adresse, que c'était moi qui l'avais adressé à la femme qui contenait des jouets et des livres, et que ces gens vraiment très mal intentionnés, qui ont une seule volonté, c'est que finalement on déménage, on se barre, parce que voilà, on veut pas d'un terroriste dans le quartier, ou quelqu'un, ou toute sa famille d'ailleurs. Et donc ça leur a pas suffi que je parte, il a fallu qu'ils manipulent les pouvoirs publics et qu'il y ait une équipe de démineurs qui viennent, qui bouclent le quartier, et qu'on la cherche partout, parce qu'en fait, c'est une cabale. Il y a de toute façon un dépôt de plainte contre X, et j'espère qu'il aboutira, j'espère que le procureur aura suffisamment de courage pour démontrer qu'il y a une cabale, qu'il y a une manipulation des pouvoirs publics, et qu'il y a une manipulation politique derrière, parce que le Front National, aux dernières municipales, il était au second tour. Dans la patrie de Jaurès, dans un fief du socialisme qui est très malentendu. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des gens intelligents pour que on sombre pas tous dans une forme d'amertume, et que surtout mes enfants, qui n'ont pas choisi d'être les enfants du terroriste, que mes enfants grandissent avec une certaine résilience, même si je sais c'est déjà trop tard, ils ont déjà été impactés. Quand j'ai ma fille, alors c'est la cadette, qui faisait du judo à l'époque, donc quelques mois après que je sois parti, quand il y a ma fille qui va à une compétition de judo, donc on l'appelle, et pour pas qu'on la remarque, on l'appelle par le patronyme de sa mère, qui est bien français, qui fleure bien la France traditionnelle, etc., parce que c'est une petite fille d'un sous-officier, un des sous-officiers les plus décorés, qui a fait l'Indochine, qui a fait l'Algérie. Alors si vraiment j'aimais pas la France, je pense pas que je me serais marié avec une femme dont le grand-père a été un héros, un vrai héros, pas un héros de pacotille. Et ouais, donc quand ma fille se présente sur le tatami, et puis alors elle sait pas du coup si c'est elle, parce elle s'appelle Safia, et puis on l'appelle pas par mon patronyme comme habituellement, mais par le patronyme de sa mère. Et donc elle va faire sa compétition, et puis après, et elle lui a pas dit tout de suite en fait à sa mère, et c'est ça qui m'a vraiment blessé, quoi. Et elle dit à sa mère, tu sais maman, finalement c'est pas si mal qu'il m'a appelé Safia et puis le nom de sa mère, parce que s'il m'avait appelé Safia Daoudi, ça aurait été la honte. Elle avait 6 ans à l'époque. Et là, quand ma femme m'a raconté ça, j'ai eu un poignard dans le cœur. Ma belle-fille, qui est blonde, aux yeux bleus, qu'on a essayé de mettre dans une affaire on a essayé de lui coller quand même comment ça s'appelle,
on a essayé de coller une affaire sur le dos qu'on a qualifié d'antisémite alors que son père biologique est juif. Enfin, son grand-père, le père de son père biologique, c'est un réfugié qui fuyait les pogroms qu'il y avait en Russie, qui s'était réfugié en France, qui avait vécu dans des camps, dans une caravane. Sa mère, du côté maternel de son père biologique, il venait d'Espagne. Il quittait, il fuyait le régime de Franco. Et que son père biologique, bon, bah, malheureusement, il a des tendances schizophrènes, donc il peut pas assurer vraiment sa responsabilité. Donc, ma belle-fille, je l'ai connue, elle avait 4 ans. Alors, blonde aux yeux bleus. Ouais, je suis peut-être un peu en dehors des coups, là. Mais il faudrait qu'on ait le temps pour les questions. Bien sûr. Bah, alors, je voulais juste te dire que ma belle-fille, ça fait depuis la 6e, elle est en seconde, qu'on appelle la fille d'Al-Qaïda.